Un dictionnaire des rêves, est-ce utile? Quand vous avez un rêve qui vous perturbe, vous allez chercher des réponses dans un dictionnaire des rêves. Vous pouvez soit consulter un dictionnaire des rêves sous forme de livre, mais plus communément, vous allez taper sur Internet, rêver de la mer, rêver de dents, rêver de la mort, etc. On fait le point sur l'utilisation et les limites de ces ouvrages. Donc quand vous recherchez le sens d'un rêve, vous allez rapidement tomber sur des listes de significations. Et si vous fouillez un peu, vous vous rendez vite compte que certaines significations sont soit très rapides, soit superficielles, voire même contradictoires. Et puis comment relier les significations de chacun des éléments du rêve? C'est-à-dire qu'une fois qu'on aurait potentiellement pu dégager la signification de chacun des éléments, comment on fait maintenant avec tout ça? Comment faire une interprétation cohérente? Est-ce qu'un thérapeute ou un psy qui maîtrise l'interprétation des rêves utilise un dictionnaire des rêves? Donc dans cette vidéo, je commencerai par vous expliquer que les dictionnaires des rêves s'inscrivent dans une tradition ancienne, et puis les raisons qui font que ces ouvrages ne sont clairement pas suffisants. Enfin, je vous expliquerai qu'en onirologie, on n'utilise pas de dictionnaire des rêves. En effet, un onirologue, c'est-à-dire un interprète des rêves, doit rester focus sur le rêve. Or, les dictionnaires des rêves vont avoir tendance à partir un peu dans tous les sens, donc nous éloigner du propos. Les dictionnaires des rêves sont hérités d'une tradition ancienne. C'est la tradition des clés des songes. Donc on a plusieurs clés des songes qui datent de l'Antiquité. Les deux ouvrages qui nous sont arrivés de manière complète sont celui d'Artémidore de Daldis qui date du IIe siècle et un récit attribué à Ibn Sirin, mais qui n'a pas rédigé, mais qui lui est attribué, qui est donc au début de l'islam, au 7e siècle. Les deux ouvrages se ressemblent énormément, ce sont des clés des songes, mais qui démarrent par toute une partie où l'interprète va expliquer en fait son métier. Ce n'est pas qu'une clé des songes, il y a vraiment toute une partie théorique et plein de conseils pratiques. Donc ces livres, d'où ils viennent? À la base, il y a des hommes qui ont écrit ces livres. Ce sont des hommes savants et qui ont souhaité en fait transmettre leurs recherches sur le rêve. C'est-à-dire que après une expérience de vie en tant qu'onirologue, ils ont eu le besoin d'écrire leurs expériences, d'écrire le sens qu'ils ont découvert au rêve. Il y avait cette idée de transmettre, aussi cette idée de préserver le métier d'onirologue, enfin d'onirocrite à l'époque. L'idée, c'était pas de faire des significations fixes en fait. C'est de dire, voilà, moi, ce que j'ai découvert dans ma vie en tant qu'interprète, au fur et à mesure des interprétations de rêves que j'ai eu à avoir. Pourquoi ces livres sont intéressants? Déjà parce qu'ils nous mettent en contact avec des époques anciennes, des traditions anciennes d'onirologie. Et puis ils sont intéressants parce qu'ils ont influencé de manière durable notre propre conception des rêves. Et d'ailleurs, on retrouve certaines croyances populaires actuelles sur les rêves qui s'originent justement dans cette tradition ancienne. Et il y a des significations communes entre les ouvrages. Oui, mais ces clés des songes sont si lointaines qu'elles ne peuvent plus être d'actualité. D'abord parce que les mœurs changent, l'histoire a fait bouger nos représentations du monde, nos systèmes de valeurs, tout notre référentiel. Donc forcément, ce qui a une signification à une époque peut avoir une signification qui change avec le temps. Et Artémidore en parle très bien quand il dit « Quelques siècles avant moi, prendre un bain était considéré comme dangereux pour la santé, donc les gens ne se lavaient pas. Donc à cette époque-là, s'il y avait l'idée de bain en rêve, ça aurait probablement eu une connotation plus négative que maintenant. » Il dit alors que nous, maintenant, on prend un bain 1 à 2 fois par jour. C'était l'époque des termes. Il est le premier à expliquer qu'il faut faire attention, il faut toujours mettre des significations dans une époque et dans une culture donnée. Et puis aussi parce que l'inconscient collectif de l'homme et de la femme du 21e siècle est différent de celui qu'il y était il y a plusieurs siècles. L'inconscient collectif, c'est une espèce de base en fait dans laquelle on va aller puiser pour symboliser, et cette base, une espèce de banque de symboles en nous est énormément influencée par les époques. Et entre le 2e siècle après Jésus-Christ et aujourd'hui, il y a 1800 ans. Il y a 1800 ans d'histoire et donc il y a 1800 ans de symboles qui se sont créés. Donc, derrière ces pages, il y a des hommes. Ces livres qui existent, il y en avait probablement beaucoup, mais on n'en a pas beaucoup à notre disposition, en tout cas de manière aussi complète, sont la preuve que les interprètes de rêves avaient à cœur de transmettre leurs connaissances. Mais ceci dit, eux-mêmes ne consultaient pas de manuel du dictionnaire des rêves. Eux-mêmes n'avaient pas de clé des songes. Ils ne travaillaient pas avec une clé des songes. La clé des songes, c'était un objet destiné au grand public, destiné aux gens qui s'intéressaient aux rêves pour mettre en valeur leur travail. Un interprète des rêves, un onirologue, un onirocrite à l'époque, travaille sur un rêve dans son intégralité. Chaque rêve est unique, il parle de la situation que vit
lui le rêveur, et quand il a un rêve à travailler, il est focus sur le rêve et il va pas aller chercher des significations dans des clés des songes. Eux, ils se disaient, qu'est-ce que ça dit? Quel est le message qui est ainsi envoyé au rêveur? Et donc, dans une certaine manière, on peut dire qu'ils faisaient preuve de psychologie. Et donc, ce qui leur permettait de faire le lien entre ce que vivait la personne, ce qui montait dans ses rêves, ses symptômes, son mode de vie, les événements qui lui arrivent, etc., c'était l'expérience. Il n'y a pas de secret, c'est vraiment l'expérience qui va permettre d'affûter le savoir-faire. C'est comme pour n'importe quel artisanat ou n'importe quel apprentissage. Et donc, puisque ce sont des livres écrits par des hommes, il faut bien garder à l'esprit que c'est une personne, en fait, qui a décidé que voilà ce que ça voulait dire en fonction de son expérience à lui. Donc, c'est certainement pas généralisable. Moi, mon expérience en tant qu'onirologue, si moi, je devais m'amuser à faire une clé des songes, en fonction des symboles que j'ai pu croiser au fil des rêves que j'ai eu à travailler, pour leur donner un sens, ce serait forcément un sens restreint, parce que je ne saurais faire le tour de tous les sens, en fait. J'aurais pas assez d'une vie pour ça. Du coup, chaque clé des songes, chaque dictionnaire des rêves, même les dictionnaires des rêves actuels, porte l'empreinte d'une vision du monde, de la vision du monde de son auteur. Elle ne saurait retranscrire l'infinité de combinaisons possibles dont est capable chaque être qui rêve, et d'ailleurs nous rêvons plusieurs fois par nuit. Alors comment utiliser un dictionnaire des rêves? Un dictionnaire des rêves repose sur le principe qu'on pourrait classifier les éléments apparaissant en rêve, et donc les éléments ayant une portée symbolique, et récolter toutes les significations possibles pour chacun des éléments. Ce listing de significations potentielles se fait à partir de référents culturels auxquels ils sont le plus souvent associés dans la culture de l'auteur. À titre d'exemple, rêver de serpent, ça peut signifier le danger, ça peut signifier la maladie et la peur, donc le mal en fait. Donc cela dans une conception occidentale classique, ça peut représenter le tentateur, l'adversaire, le mal, le diable, dans une conception juive ou chrétienne ou musulmane. Mais ça peut également représenter le sexe masculin, la libido au sens freudien, donc dans une conception de type psychanalyse freudienne. Et puis le serpent peut représenter également le sacré, le soin, la guérison, dans une conception chamanique. En vous expliquant ça, vous comprenez bien qu'il y a plusieurs problèmes. Ces significations sont toutes hyper différentes. Elles sont influencées par la culture qui les propose, par ce que représente le serpent dans une culture donnée. Si pour certains le serpent c'est le mal, c'est l'ambassadeur du diable, c'est pas le cas dans d'autres cultures. Donc là on est face à quand même quelque chose d'important. Et donc alors, si pour chacun des symboles d'un rêve, j'ai autant de choix possibles, autant de significations potentielles, comment je fais? Je choisis quoi? C'est bien le problème. Ces significations, gardez bien à l'esprit qu'elles sont relativement fermées. Dans chaque dictionnaire des rêves, il y a quand même une idéologie dominante qui va transparaître. Et donc ces significations correspondent à un système de croyances donné. Du coup, c'est une question d'école en fait. On va avoir des clés des songes plutôt freudiennes, d'autres qui sont beaucoup plus proches de ce qu'on pouvait trouver dans l'Antiquité. C'est vraiment une question de comment on regarde le phénomène onirique et à quel référentiel culturel on l'associe. Donc nous allons revenir à ces questions point par point. Alors pourquoi un dictionnaire des rêves n'est pas suffisant? Vous l'aurez compris, moi je suis pas de celle qui croit ce qu'on lui dit. J'ai besoin d'expérimenter quelque chose, d'essayer, de me coller à la réalité pour m'approprier un savoir et pour le nuancer. Or, comme tout le monde, quand j'étais jeune, j'ai déjà eu à faire un dictionnaire des rêves, alors pas chez moi, parce que chez moi on n'était pas du tout là-dedans. Je me rappelle d'une copine dont la maman avait un dictionnaire des rêves sur sa table de chevet, alors ça me fascinait totalement et j'avais un petit peu regardé, mais... pour moi, ça avait autant de sens qu'un livre des prénoms ou qu'un truc... je sais pas, on était dans le domaine des fées, de l'ésotérisme, etc. Puis quand j'ai commencé à m'intéresser à mes rêves, je m'étais acheté un dictionnaire des symboles. C'était pas un dictionnaire des rêves, c'était un dictionnaire des symboles, donc c'était quand même un peu... franchement, je pense que je l'ai ouvert 2-3 fois et puis... Voilà, j'avais commencé déjà à apprendre ça, mais j'avais l'impression que je me perdais encore plus, en fait. C'était vraiment... j'ai passé beaucoup de temps et puis au final, je m'éloignais complètement du truc. J'avais l'impression que je me perdais encore plus en fait. Et un autre truc que j'ai remarqué, c'est que avec un dictionnaire des rêves, en fait, je m'efforçais à sélectionner les significations, en fait, à recruter les significations qui me plaisaient le mieux. En plus, en général, on va aller sur plusieurs sites, on va pas rester sur un seul site, sinon c'est pas drôle, on va vraiment comparer. Et donc, c'est quoi le problème là? C'est qu'on va avoir tendance à sélectionner la signification qui me convient le mieux, qui semble mieux correspondre à l'idée que je me fais de ma situation ou de la situation actuelle. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On tombe systématiquement à côté. Franchement, je tombais systématiquement à côté et c'est là que je me suis rendu compte à quel point travailler avec un dictionnaire, c'est rester dans quelque chose de très complaisant en fait. C'est essayer de s'arranger pour avoir une signification de notre rêve qui colle avec plus ou moins l'idée qu'on a envie. Donc ça flatte
la conception du moi. Ça flatte l'ego qui a envie d'être persuadé qu'il il a raison sur tout. Et donc pourquoi je tombe à côté si je suis dans une démarche où je cherche à ce que le rêve valide ce que je pense? Pourquoi je tombe à côté? Eh bien parce que le rêve est un produit de l'inconscient. Les informations qui viennent en rêve, qui nous sont transmises, sont des informations qui sont inconscientes, qui sont subconscientes en général, c'est-à-dire quand même assez proches de la prise de conscience. Et c'est ce qui permet que l'interprétation des rêves soit quelque chose d'assez efficace en fait, parce qu'on va aller cueillir des choses qui sont pas loin quand même, qui tournent un peu autour de nous, mais qu'on peut attraper. Et donc, c'est des informations qui affleurent la conscience, mais qui ne sont pas conscientes. Et donc, si on sélectionne soi-même les significations qui nous plaisent en fonction de ce qu'on pense être vrai, en fait, on choisit avec sa tête, on choisit avec son mental. On choisit donc en fonction de ce qu'on connaît et de ce qui paraît collé. Autrement dit, on rationalise le rêve et on fait preuve de logique. Et donc on tombe forcément à côté, puisque le rêve étant un produit de l'inconscient, il va nous donner des informations qui sont différentes de ce que l'on pense. Il va nous donner, en gros, une valeur ajoutée, le rêve, un supplément d'informations. Donc le travail de l'onirologie, c'est bien d'aller écouter ce que ça dit. Qu'est-ce que le rêve dit? Qu'est-ce que mon inconscient me transmet en rêve? Et du coup, ça permet des prises de conscience. L'idée, c'est pas de rester dans quelque chose que l'on sait. Un rêve ne vient pas rabâcher une situation connue et identifiée. Ou alors, s'il le fait, c'est pour nous montrer un autre aspect de la situation ou pour nous forcer à changer de point de vue et à regarder les choses un petit peu différemment. Deuxième raison pour laquelle les dictionnaires de rêves ne sont pas utiles, c'est que chaque rêve est unique. Or, croire en un dictionnaire des rêves, ça va revenir à considérer un rêve comme du code informatique. Comme un truc hyper mathématique, en fait, où à chaque partie du code correspondrait un élément fixe, donc dans égale... je sais pas moi, la mort, ouais, en général c'est la mort, le serpent égale le mal, ou alors la sexualité refoulée. Et puis voilà, comme ça, on va procéder, chaque élément égale ça. Donc on a un truc, une espèce de rébus. Et donc on suppose que le code entier serait la somme des parties. En gros, on va faire dent plus mort plus serpent. À la fin, ça fait un truc assez absurde. Du coup, après, au moment où il va falloir synthétiser tout ça, ça va être une autre paire de manches. Et on va encore essayer de faire une synthèse en fonction de ce qui nous intéresse. Enfin voilà. Bon bref, donc pas une bonne idée, hein. Si certains symboles réapparaissent très souvent dans les rêves des gens, par exemple rêver d'un chien, d'une maison, de la mer, de la forêt, ce qui est agression, le fait de voler, enfin voilà, c'est des choses qui reviennent très souvent de rêve en rêve, c'est pas pour autant qu'ils signifient la même chose, hein. C'est juste que ce sont des choses de la vie courante, ça fait partie de notre manière de vivre, en fait, ça fait partie des éléments de notre vie, donc c'est normal qu'ils apparaissent souvent, mais ils apparaissent à chaque fois pour raconter une histoire différente. Tout dépend du rêve. Aussi, contrairement à ce que veulent nous faire croire les dictionnaires des rêves, pris isolément, un symbole ne veut strictement rien dire. Un symbole ne commence à parler qu'à partir du moment où il s'inscrit dans un récit onirique complet et correctement restitué. En interprétation des rêves, chaque détail compte. Et on ne va pas chercher à isoler les éléments, mais plutôt à avoir la cohérence du récit qu'ils forment. Donner trop de crédit aux significations que vous pourriez trouver dans les dictionnaires des rêves comporte effectivement des risques. La première serait de croire aveuglément des significations arbitraires sans les remettre en question, donc perdre un petit peu de discernement. Or, tout rêve porte en lui les germes d'une remise en question. Un rêve pousse le rêveur forcément à aller plus loin, à élargir sa conscience. Autre risque, ce serait de trouver des explications superficielles à des sujets qui sont importants et donc on va complètement stagner. Interpréter un rêve de travers, c'est aussi le risque de poser les mauvaises actions, de faire des mauvais choix et voire de se compromettre, donc c'est pas sans conséquence. Et puis donc avec cette idée de trouver des significations qui nous arrangent, d'être dans une interprétation complaisante, le risque c'est de renvoyer les raisons de son mal-être éventuel sur des personnes de son entourage qui n'y sont pour rien et donc de les blesser. Les conséquences à la longue, ça va être qu'on va finir par se rendre compte qu'on s'est trompé parce qu'à un moment donné on finira bien par voir que ça ne colle pas et donc on va décréter que l'interprétation des rêves c'est du pipeau, ça n'a pas de sens. On ne va plus s'intéresser à ces rêves. On risque d'associer le travail du rêve, qui est pourtant un travail super intéressant en psychologie, à de la voyance bon marché et donc on va se couper des conseils de l'inconscient, ce que je trouve dommage. On va se priver du coup d'un travail d'introspection qui est quand même bénéfique pour son individuation, c'est-à-dire pour son épanouissement personnel en tant qu'individu, et on va renoncer à une chance de mieux se découvrir soi-même et de trouver une guidance. Pour moi, le rêve, c'est vraiment la guidance de son âme. Gardez bien à l'esprit que avec ces systèmes de liste de signification, on peut faire dire à un rêve absolument tout et son contraire. Un exemple, c'est un truc que les gens qui ont fait du montage ou qui sont en école de journalisme ont
ont eu probablement à découvrir. Avec les mêmes images et les mêmes mots, on peut faire exactement 2 reportages qui ont des sens absolument différents. Ça, c'est un truc qui m'avait marqué. Exactement les mêmes mots, exactement les mêmes phrases, exactement les mêmes images. Selon comment vous les agencez, ça veut dire une chose ou ça veut dire complètement l'inverse. Je pense que c'est une image assez forte pour vous montrer à quel point c'est insuffisant, voire même dangereux, parce qu'on peut se retrouver à croire absolument n'importe quoi et s'éloigner complètement du message principal du rêve. Moi, j'ai très souvent des gens qui me contactent en me disant j'ai rêvé d'un chat, qu'est-ce que ça veut dire j'arrête pas de rêver que je cours dans les rêves, qu'est-ce que ça veut dire? Mais en fait, ils comprennent pas que je ne peux pas répondre à ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Mais par contre, on peut travailler ensemble. On peut travailler, si vous voulez, sérieusement sur vos rêves, et là, on peut comprendre ce qui se passe. Donc les gens, de par leurs questions, montrent bien qu'il y a encore ce truc de éléments, signification, définition, et les rêves, ça marche pas comme ça. Donc voilà, déjà, ne plus se dire j'ai rêvé de la mer, j'ai rêvé d'un arbre, j'ai rêvé d'un lion, qu'est-ce que ça veut dire? Non, pas qu'est-ce que ça veut dire. J'ai fait un rêve, j'essaie de me rappeler de mon rêve, j'essaie de l'écrire, j'essaie de me remettre dans l'ambiance du rêve, je suis attentive à d'autres rêves que je pourrais avoir. À partir de là, j'ai commencé à travailler dessus et me dire ok, quel est le message de mon inconscient, que me dit mon âme? Et ça n'a rien à voir, c'est vraiment une perspective différente et c'est la bonne attitude à avoir. Donc comment analyser ses rêves sans dictionnaire des rêves? Je n'utilise aucun dictionnaire des rêves pour analyser les rêves. Je ne pense pas qu'un onirologue en a besoin et de toute façon, je pense qu'avec ma formation aussi en tant qu'analyste jungienne, ça aurait fait sourire Jung l'idée qu'on puisse utiliser un dictionnaire des rêves, il me semble. Du coup, comment je fais? Déjà, j'observe. Donc, je vais observer ce qui se passe dans le rêve, comment est constitué le rêve, quels sont les mouvements, quelles sont les dynamiques, quelle est l'ambiance. Quelles sont la manière dont les péripéties s'agencent ou l'action s'ordonne. Je vais être attentive au choix des mots, à l'émotion, au mystère, à ce qui me questionne, à ce qu'est-ce qui est original et ce qui l'est moins. Donc, je vais me plonger littéralement dans l'univers onirique et découvrir la richesse de ce qui est capable d'exprimer un esprit, une pensée. Sachant que chaque rêve a ses propres règles et qu'à chaque fois, on repart à zéro pour vraiment essayer de capter le message unique du rêve et justement pas tomber dans des généralités. Je me connecte à mon intuition, donc ça se fait pas du jour au lendemain. L'intuition, c'est vraiment quelque chose de précieux, mais qui se travaille à force de travailler. Et c'est pour ça que apprendre l'interprétation des rêves, c'est vraiment un apprentissage qui se fait avec beaucoup de pratique, beaucoup de travail sur les rêves. Par force, forcément, l'intuition se précise aussi. On apprend à marcher avec elle, on apprend à découvrir notre intuition. Donc, si vous voulez vous former à l'interprétation des rêves, j'ai conçu une formation en ligne qui s'appelle le Labo du rêve. En attendant d'être autonome dans l'interprétation de vos rêves, n'hésitez pas à vous adresser à un thérapeute spécialisé en onirologie ou un onirologue ou encore à un analyste jungien qui saura vous accompagner pour comprendre quel est le sens du message que vous envoie votre âme en ce moment. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous aussi vous voulez comprendre vos rêves, je vous propose d'accéder à un cours gratuit en cliquant sur le lien dans la description. Je vous expliquerai comment apprendre à interpréter vos rêves sans dictionnaire des rêves et ainsi à mieux comprendre ce qu'il se passe dans votre psyché. Pensez à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Merci.